Nous sommes très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Anne-Marie Pinard et Dr Émilie Croteau. Anne-Marie Pinard est anestésiologiste et chef de service à la clinique de la douleur du CHU de Québec. Elle est professeure titulaire à l'Université Laval, chercheure au CIRIS et détient une maîtrise en technologie éducative. Dr Pinard est titulaire de la chaire de leadership en enseignement de la douleur chronique MEDISCA, qui vise à améliorer la prise en charge de la douleur chronique par les professionnels de la santé et à offrir aux personnes vivant avec la douleur chronique des ressources validées et un outil d'autogestion. Elle est très impliquée tant au niveau provincial que canadien dans différentes initiatives en douleur chronique ainsi qu'en recherche. Émilie Croteau est physiatre pédiatrique et chef adjoint du service de pédiatrie du CHU de Québec, Université Laval, et du CIUS de la capitale nationale. Elle est professeure agrégée de clinique à l'Université Laval, responsable du stage de physiatrie pédiatrique du programme de résidence en physiatrie de l'Université Laval, associée de recherche au CIRIS et au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Elle est médecin examinatrice pour le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Elle est membre du comité des sports et loisirs adaptés de l'American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine et est impliquée dans le réseau québécois de recherche sur la douleur chronique pour le volet pédiatrique. Mesdames, la parole est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation à venir présenter. Je suis très heureuse d'être avec ma collègue Émilie. Donc, on commence par les choses un peu ennuyeuses, c'est-à-dire les potentiels conflits d'intérêts. Ma collègue Émilie n'a aucun conflit d'intérêt et je n'ai pas non plus de conflit d'intérêt en lien avec la présentation d'aujourd'hui, puisque ce n'est pas des produits fabriqués par Medisca dont je vais parler. On nous a déjà abondamment présenté, donc je vous remercie. On va passer tout de suite au plan de la présentation. Alors aujourd'hui, on va essayer de définir ce que c'est la douleur chronique et quels sont les différents types de douleurs chroniques. Ma collègue Dr Croteau va identifier les problématiques reliées un peu plus au spina bifida. On va parler de la plasticité cérébrale avec des exemples un peu amusants. On va parler des différentes approches pour contrôler la douleur chronique, dont l'autogestion. Et on va vous donner accès à quelques ressources utiles pour aider à gérer la douleur chronique. Alors, on commence tout de suite par la douleur, c'est quoi? La douleur a beaucoup de visages et avec un brin d'humour, je voulais vous démontrer que la douleur est parfois un choix. Alors, on voit ici une radiographie d'un pied dans un talon haut. Ça fait probablement mal. Par contre, même si ça fait plus de 20 ans que je travaille en clinique de douleur, je n'ai jamais personne qui est venu me consulter en me disant « j'ai une douleur chronique liée à mes talons hauts ». Donc, c'est un choix. Des fois, on s'impose des standards de beauté. Alors, des fois, on s'impose des tatouages, par exemple. C'est toutes des choses qui sont douloureuses. Et imaginez si on vous imposait de porter des talons hauts, si on vous imposait de vous faire épiler, si on vous imposait de vous faire tatouer, probablement que vous trouveriez ça très douloureux. Alors, c'est simplement pour montrer que parfois, l'intention est très importante pour moduler la douleur pour qu'elle soit plus importante ou non, selon que c'est un choix ou quelque chose qui nous arrive par malheur. Alors, qu'est-ce que c'est la douleur? Je vous donne la définition de l'IASP. L'IASP, c'est l'International Association for the Study of Pain. C'est l'organisme qui chapeaute un peu toutes les recherches et la clinique en douleur aiguë et chronique au niveau mondial. Donc, eux vont définir la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Bon, ça a beau être en français, on a l'impression que c'est écrit en chinois, alors je vais le décortiquer un peu pour vous. Alors, quand on dit que la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle, ça veut dire que c'est comme une émotion, c'est comme être triste, être heureux, être joyeux, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un « tu n'as pas mal ». À partir du moment où quelqu'un exprime une douleur, cette douleur-là est bel et bien ressentie par la personne. En général, c'est effectivement très désagréable. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est contestable, comme on ne pourrait pas dire à quelqu'un, par exemple, tu n'es pas heureux ou tu n'es pas dépressif.
si les gens se sentent comme tels. Donc, s'il y a de la douleur, elle est là. Associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ça veut tout simplement dire qu'il arrive très souvent dans une problématique de douleur chronique qu'on n'est pas capable de démontrer un problème, qu'on n'est pas capable de démontrer, par exemple, que le bras qui fait mal ou le dos qui fait mal présente un traumatisme, une lésion, une anomalie avec les examens cliniques, avec les examens sanguins, les examens de radiologie. Des fois, on n'est pas capable de démontrer une anomalie, mais il y a bel et bien une douleur qui est présente. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un nous rapporte de la douleur, peu importe le contexte, cette personne a bel et bien mal. Et s'il n'y a pas de lésion associée, bien là, on peut aller essayer de regarder, mais la douleur demeure tout à fait réelle. C'est ce que la définition nous dit et ça reflète exactement ce qu'on voit en clinique. La douleur aiguë, bien, la douleur aiguë, tout le monde connaît ça. On se cogne, on se brûle, on se fait une entorse, tout ça, c'est vraiment une douleur que tout le monde connaît. C'est un signal d'alarme et la douleur aiguë est totalement nécessaire et utile parce qu'elle nous signale qu'il y a quelque chose qui nous menace. Parfois, les gens qui souffrent de douleurs chroniques, surtout, nous disent « Ah, si je ne ressentais pas la douleur, ce serait donc bien pratique. » Bien, ça ne marche pas parce que si on ne ressent pas la douleur, il y a une maladie qui existe, qui est extrêmement rare. Il y a quelques cas dans le monde, mais en général, les gens vont décéder autour de 30 à 40 ans. Ils décèdent souvent d'infections. Ils sont souvent amputés de plusieurs doigts. Ils ont des anomalies du nez, des anomalies des oreilles parce qu'ils se blessent, ils se font des engelures, ne s'en rendent pas compte. Et là, ça s'infecte, doivent être opérés. Donc, la douleur aiguë est vraiment très, très utile. Quand on arrive en douleur chronique, ah ben là, c'est beaucoup moins utile parce que généralement, quand les gens souffrent de douleur chronique, le danger a été écarté, mais c'est comme si le système d'alarme restait allumé. C'est une mauvaise adaptation, c'est un mauvais fonctionnement des circuits. Ce n'est pas dans la tête au sens péjoratif, mais évidemment, le cerveau est très impliqué et ça a des impacts très importants. On va en parler un petit peu. Alors, la douleur chronique touche 20 à 25 de la population. C'est comme si on prenait, par exemple, tous les gens en bleu sur cette diapo-là. C'est extrêmement important. Au fil des conférences que je donne, je demande toujours est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui connaît personne qui a de la douleur, puis c'est jamais arrivé. Il y a toujours quelqu'un dans notre entourage, de près ou de loin, qui souffre de douleur parce que c'est une personne sur 4 à une personne sur 5. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont nécessairement invalides. Par exemple, souffrir de migraines sur une base régulière, c'est souffrir de douleurs chroniques. Les gens qui ont mal au dos parce qu'ils font de l'arthrose, mais qui réussissent à fonctionner, à faire la majorité de leur activité, souffrent quand même de douleurs chroniques. Donc, le pourcentage de gens qui sont extrêmement atteints ou invalides est beaucoup plus petit que ça. Il faut savoir que l'expérience de la douleur est une chose extrêmement fréquente. En fait, la douleur chronique, c'est 3 des 10 raisons de consultation les plus fréquentes auprès des médecins de famille. On va parler ici d'ostéoarthrite, de lombalgie, de céphalée. Donc, 3 des 10 raisons de consultation dans un bureau de médecine familiale sont liées en général à la douleur. 3 des 4 causes les plus importantes d'incapacité sont la lombalgie, la douleur musculo-squelettique et la cervicalgie sont évidemment liées à la douleur. Et le coût de la douleur chronique est gigantesque. On parle de 600 milliards de dollars américains par année. Évidemment, c'est aux États-Unis. Il faut ramener ça à la population canadienne. C'est donc beaucoup plus petit. On n'a pas de chiffre officiel au Canada. Mais quand on regarde ce que ça comprend, c'est plus dispendieux, la douleur chronique, que le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires réunies, parce que c'est extrêmement fréquent. Qu'est-ce qui rentre dans le 600 milliards? Il rentre évidemment le coût des soins, il rentre la perte de productivité, les gens qui doivent arrêter de travailler, et la perte de productivité des proches aidants qui doivent souvent prendre congé pour être capables d'aider, d'aller au rendez-vous, tout ça, des gens qui souffrent de douleurs chroniques. Donc, c'est vraiment une problématique extrêmement importante. Sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Émilie.
Oui, que je vais prendre la parole pour quelques diapositives. Merci également pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi pour parler de douleurs chroniques. Mon lien, en tout cas, c'est sûr que je vais parler un peu moins que Dr Pinard. C'est un plaisir de présenter avec elle. Puis je pense que son expertise en douleurs chroniques peut tout à fait s'appliquer là, à la population avec spina bifida. Donc, c'est vraiment pour faire le lien avec le spina bifida et la douleur chronique que je suis présente ce midi. J'ai eu énormément de difficultés à trouver des données précises ou des statistiques entre douleur aiguë, douleur chronique et spina bifida. Donc, des bonnes données de prévalence. Mais on sait qu'on peut en avoir de 0 à 99 ans. Un peu plus loin, je vais vous parler des sources ou des causes potentielles de douleur en spina bifida, sans faire une liste exhaustive, mais je pense que ce qui est clair, c'est qu'elle est quand même sous-rapportée dans les études et dans les textbooks, probablement également sous-traitée, mais que ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Prochaine diapositive. Puis ce que j'ai trouvé comme chiffre, dans le fond, au moins c'est des chiffres canadiens. Donc, c'est un article qui a été publié en 2018, mais avec des données là, de plus 2011 à 2012 chez la population avec spina bifida de plus de 15 ans, hein. Puis, donc, c'était une compilation, ou en tout cas, ils ont fait des questionnaires auprès de gens avec des conditions neurologiques, dont le spina bifida. Et en moyenne, c'était 45 là, des répondants qui répondaient souffrir de douleurs chroniques. Mais on voit que l'intervalle de confiance est quand même très grand, là, entre 25 et 65. Donc, ça nous laisse penser qu'en spina bifida, les douleurs chroniques sont plus fréquentes que dans la population en général. Je pense que ça fait le tour pour ma première partie. Super. Quand on analyse la douleur, il y a différents types de douleurs. Puis c'est encore l'IASP, l'organisme mondial qui chapeaute la douleur aiguë et chronique, qui nous informe sur les 3 différents types de douleurs qui existent. Je les mentionne ici parce que c'est peut-être des termes qui sont parfois entendus. C'est peu, je dirais pas que c'est peu important, c'est très important pour nous cliniciens de distinguer un et l'autre parce que ça va nous diriger vers des types de traitements qui sont différents. Mais je trouvais ça quand même intéressant de les présenter. Donc, on parle de douleur nociceptive. Là, évidemment, on voit une image d'une très mauvaise fracture. Une douleur nociceptive, ça va être plus la douleur qui va être associée au système musculo-squelettique. On va parler de douleurs articulaires, des tendons, des os. Donc, c'est généralement une douleur qu'on va être capable de mettre en évidence en appuyant sur la structure qui fait mal ou en la faisant bouger. Ça, c'est la douleur qu'on appelle nociceptive. Il y a la douleur neuropathique qui est vraiment beaucoup plus compliquée à traiter et à contrôler avec la médication que la douleur nociceptive. Là, vous avez l'image d'un zona, là, c'est peut-être pas très évident. Donc, la douleur neuropathique, c'est la douleur qui va être associée à une atteinte du système nerveux, qu'on parle du système nerveux central, donc du cerveau, de la moelle épinière, ou du système nerveux périphérique, donc les nerfs jusqu'aux petites terminaisons nerveuses à la peau. C'est une douleur qu'on va décrire plus comme de la brûlure, des chocs électriques, de l'engourdissement douloureux. Pour vous donner 2 exemples très simples pour ceux qui n'ont jamais souffert de douleur neuropathique, un coup de soleil, c'est un bel exemple de douleur neuropathique, d'avoir très mal à la peau, de ne pas être capable de tolérer ses vêtements. Ou par exemple, quand on se cogne le coude et que ça résonne, ça donne un choc électrique douloureux là, dans le petit doigt. Donc ça, c'est un exemple de douleur neuropathique. Il existe aussi la douleur nociplastique, qu'on appelait anciennement le trouble douloureux. La douleur nociplastique va plus généralement être décrite comme une anomalie de la perception au niveau du cerveau. C'est comme si plusieurs signaux qui, chez les gens qui ne souffrent pas de douleur, ne causent pas de douleur, deviennent interprétés comme des problématiques douloureuses. Donc, on va parler, par exemple, de côlon irritable, de fibromyalgie. Ce sont des maladies tout à fait réelles. La douleur est tout à fait réelle, mais tout comme je le mentionnais dans la définition tantôt, on n'est pas capable de mettre en évidence d'anomalies claires et nettes au niveau des organes ou des ondes, des articulations qui font mal. Donc, on va plus parler d'un problème d'interprétation au niveau de la douleur. Puis je vais vous donner un exemple tantôt là, de ce que c'est la plasticité du cerveau, puis je pense que ça risque de vous parler un peu. Ce
qu'il faut savoir, c'est qu'en clinique, c'est très, très rare qu'une personne qui souffre de douleurs chroniques va souffrir d'un seul type de douleur. Les douleurs cohabitent souvent et rendent les choses beaucoup plus compliquées. La douleur nociplastique s'ajoutant très, très souvent au fil du temps, c'est comme si le cerveau devenait très sensibilisé à la douleur et amplifiait certains symptômes. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas quelque chose de volontaire, c'est quelque chose qui, oui, est logé dans le cerveau, mais ce n'est pas dans la tête au sens péjoratif, j'insiste là-dessus. Les impacts de la douleur sont énormes. Il y a les impacts biologiques, évidemment, les impacts psychologiques et les impacts sociaux. Alors, si on regarde, c'est adapté d'un modèle de douleur biopsychosociale qui est très, très utilisé en douleur chronique. Donc, si on parle de l'atteinte au niveau biologique, bien, on va parler de la maladie comme telle qui cause la douleur, peu importe ce qu'elle est. Au niveau psychologique, on va parler de peur, d'anxiété, d'état dépressif, d'atteinte de l'humeur, la diminution de la capacité d'adaptation, de trouver des solutions, tout ça quand les problèmes se surajoutent un sur l'autre. Le sommeil est quelque chose d'extrêmement important en douleur. Les gens dorment mal parce qu'ils ont mal. Et plus ils ont mal, moins ils dorment. Donc, ça devient un cercle vicieux et c'est très compliqué à briser. Et au niveau social, c'est aussi très, très important. Les gens ont un impact au niveau de leur famille, au niveau de leur intimité. La vie sexuelle en prend souvent, devient souvent très difficile. Au niveau du travail, ça devient compliqué. Des fois, toujours demander des adaptations, avoir de la difficulté à travailler des longues heures. Le réseau social, quand on a une problématique de douleur, on n'a pas nécessairement très envie de, par exemple, aller passer une soirée au restaurant avec des amis, sachant que si on est assis pendant des heures, on va payer pour. Donc, ça devient très, très difficile. Les gens ont tendance à s'isoler et tout ça impacte de façon importante la qualité de vie des gens qui ont de la douleur chronique. Docteur Croteau. Oui, que comme je vous avais dit, je vais vous revenir un peu avec plusieurs conditions ou plusieurs sources potentielles de douleurs et de douleurs chroniques là, avec le spina bifida. Un peu les messages que je voulais passer avant, c'est une nouvelle douleur que c'est la première fois que vous avez, si elle dure plus que quelques minutes ou quelques heures, donc on parle plus de jours, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un diagnostic, puis si on ne l'adresse pas, mais elle a le risque de devenir chronique. Donc, c'est important là, de consulter soit votre médecin ou un professionnel de la santé. Puis souvent, ce qu'il va vouloir savoir ou ce qu'il va avoir de besoin pour pouvoir vous aider, puis bien identifier votre problème, puis trouver un plan de traitement, c'est de savoir est-ce que quelque chose qui l'a déclenché. Il va vous demander de la décrire. Donc, est-ce que c'est des chocs électriques? Est-ce que c'est de la pression, de la tension, des aiguilles? L'intensité, souvent sur une échelle de 0 à 10. Est-ce qu'elle est localisée? Puis est-ce qu'elle est bien localisée à un endroit qu'on est même capable de palper puis de reproduire quand on pèse sur le site douloureux ou que c'est quelque chose de diffus, quelque chose qui change d'endroit? Quelque chose qui a un horaire. Est-ce que c'est une douleur qui est là tout le temps ou une douleur qui apparaît plus en fin de journée ou dès qu'on est debout ou dès qu'on est couché? Puis est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées qui aidaient à la soulager ou qui l'augmentaient? Au contraire, que c'est un peu la préparation. Si vous consultez pour une nouvelle douleur, là, préparez-vous à répondre à ces questions-là. Ça risque de se produire. Prochaine diapositive. Puis, si on regarde le système musculo-squelettique et les douleurs un peu plus nociceptives, pour reprendre les termes de tout à l'heure, mais en spina bifida, on est des fois plus à risque d'avoir des fractures, surtout si on ne marche pas puis on est en fauteuil roulant parce que notre densité osseuse est souvent moins bonne, de faire de l'ostéoporose. Je ne les lirai pas tous, mais c'est ça, de l'arthrose précoce, des contractures à cause des imbalances musculaires. Des fois, on a des muscles soit plus contractés ou plus raides, des muscles étirés, des articulations qui sont un peu déformées, soit avec la croissance, soit à cause des imbalances musculaires, nos tendons. Puis, tu sais, surtout les gens en fauteuil roulant, là, faire attention aux épaules, coiffe des rotateurs. Les marcheurs, c'est les genoux, les hanches, les chevilles qui sont souvent sursollicités, puis tout ce qui est au niveau de la colonne, là. Donc, la lombalgie, la douleur au cou, la cervicalgie, mais aussi si on a développé une scoliose, une hyperlordose, une déformation du rachis, ça nous met un peu plus à risque aussi avec le temps de développer des douleurs musculo-squelettiques à ce niveau-là. Sinon,
Si on regarde plus les douleurs neuropathiques au niveau du système nerveux central et périphérique, ben, on peut avoir une moelle ancrée si elle n'a jamais eu besoin d'être désancrée ou qui s'est réancrée suite à une chirurgie, la malformation d'Arnold-Chiari et ou l'hydrocéphalie. On peut développer une syringo-hydromyélie, des fois on appelle ça un syrinx. Puis, il faut penser aussi à nos nerfs périphériques, hein, que quand on se propulse en fauteuil roulant, j'en parlais tout à l'heure, mais on surutilise nos poignets, puis le nerf qui passe là, au niveau du poignet, le nerf médian là, peut donner un tunnel carpien. Si on est beaucoup accoudé, le nerf au coude, qu'Anne-Marie parlait, qu'on peut cogner puis que ça peut nous pétiller jusque dans le petit doigt, là, le nerf cubital ou le nerf ulnaire au niveau du coude, on est plus à risque aussi de le comprimer ou de l'irriter. Puis de façon plus positionnelle, quand on est assis, si on a des vêtements trop serrés, une ceinture, bien, il y a un petit nerf qui passe là, au niveau de l'aine puis qui donne la sensibilité à la face latérale de la cuisse, qui s'appelle le nerf fémoro-cutané latéral de la cuisse, mais qui lui aussi peut être irrité et donner des chocs électriques ou des engourdissements là, dans son territoire à l'occasion. Donc, c'est quelques exemples de douleurs plus neuropathiques qui peuvent être présentes en lien avec le spina bifida. Il faut penser aussi au niveau des maux de tête, des migraines, des céphalées, surtout si on a une valve ou qu'on a eu besoin d'un traitement pour une hydrocéphalie. Au niveau de la peau, hein, souvent, on peut avoir des zones où que la sensibilité est complètement absente ou diminuée, puis on peut se blesser sans s'en rendre compte. Donc, plaie de pression, plaie secondaire à une orthèse ou à un équipement. Puis les organes internes, on a souvent vessie, intestin neurogène, constipation, infection urinaire. Puis gardez en tête que la douleur peut se présenter par une douleur classique si c'est une zone de votre corps où est-ce que la sensibilité est normale. Mais si c'est une zone où est-ce que la sensibilité est altérée, des fois, la douleur peut se présenter sous forme d'augmentation des spasmes, augmentation du tonus dans vos muscles, une sensation de fatigue. Des fois, la présentation peut être atypique en spina bifida à cause de l'atteinte neurologique à la base. Puis comme je vous disais, c'est une liste non exhaustive. Puis les impacts potentiels, on en avait parlé, mais souvent en spina bifida, si on a mal, ben, on va moins bouger. Moins bouger veut souvent dire perdre de l'autonomie ou avoir plus besoin d'aide pour les activités du quotidien, pour le travail, on sort moins dans la communauté. Si on a mal, ça peut perturber notre sommeil. Si on dort moins, ben, on est plus fatigué, que ça peut augmenter notre perception, notre tolérance à la douleur, puis ça peut aussi jouer sur notre autonomie puis sur notre niveau fonctionnel. Puis en bout de ligne, ça peut même avoir un impact sur la qualité de vie. Donc, c'est très important d'adresser les problématiques douloureuses avant d'être rendu à la diminution de la qualité de vie. Merci, Émilie. Alors, on attend souvent, quand on est pris en charge en douleur chronique, que ce soit par un physio, par un neurologue, par la clinique de la douleur, on attend souvent beaucoup de la médication et des infiltrations. Alors, je tenais à vous parler un peu de leur efficacité. Tristement, la médication et les infiltrations, même si on voudrait bien, ce n'est pas de la magie. Il n'y a pas dans les petites pochettes, comme on voit à la ceinture de ce magicien, des potions magiques que je fabrique dans mon sous-sol, comme je dis parfois à mes patients. Donc, il n'y a pas de magie de ce côté-là. Quand on parle de médication, d'infiltration, l'efficacité de la médication est en général d'à peu près 30 surtout en douleur neuropathique, qui est vraiment difficile à traiter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la médication, même si elle est très, très bien ajustée, va généralement pas enlever plus que le tiers de la douleur. C'est vraiment pas beaucoup, j'en conviens, mais il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait une douleur qui reste, puis pas toujours chercher la médication qui va enlever toute la douleur. Et je vais en reparler tantôt, il ne faut surtout pas attendre que toute la douleur soit partie pour se mettre en action et faire quelque chose. Les infiltrations, c'est la même chose. J'en parlerai pas très longtemps. L'efficacité des infiltrations, c'est rare que ça va enlever 100 de la douleur de façon permanente. Il faut y aller avec parcimonie parce que les infiltrations contiennent souvent des corticostéroïdes et à ce moment-là, on se retrouve avec d'autres problématiques si on utilise trop souvent les infiltrations. Et une infiltration qui fonctionne en général va durer minimalement 4 à 6 semaines, des fois plus. C'est vraiment ça, c'est vraiment le minimum. Mais surtout, ça ne doit pas seulement baisser la douleur, mais nous permettre de reprendre une certaine activité qu'on n'était pas capable de faire et ce, de façon durable. Alors, tristement, même quand les infiltrations font du bien pour 2 semaines, et que c'est donc bien agréable ces 2 semaines-là, on ne devrait pas les répéter compte tenu des risques à plus long terme. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, je vous ai parlé un petit peu tantôt de la plasticité cérébrale
Et puis là, je vais faire travailler ma collègue, Dr. Croteau. Je vais lui demander, dans la diapositive suivante, de me dire à voix haute dans quelle couleur sont les mots des deux images suivantes. Alors, Émilie, tu peux y aller. Dis-nous dans quelle couleur c'est écrit. Oui, puis riez pas de moi, je veux dire que rouge, mauve, vert, après ça, c'est orange, jaune, bleu, vert, jaune, blanc, Parfait. bleu, Regarde, je non, t'arrête jaune. ici. Je t'arrête ici. Peux-tu me le dire, les Oh, couleurs dans cette diapo-ci? OK. Rouge, mauve, vert, orange, jaune, bleu, vert, jaune, blanc, Ouais, jaune, tu es bien bleu. meilleur maintenant. Donc, Ben, moi, mais là. c'est beaucoup plus facile dans la deuxième. Pourquoi? Ben parce que tu sais lire, Émilie. Donc, à partir du moment où on apprend à lire, notre réflexe, dès qu'on voit un texte, notre réflexe, c'est de lire spontanément. Puis, c'est difficile d'empêcher ce réflexe-là. Puis, ça demande beaucoup de travail de faire d'autres choses que de lire les mots. Si je te faisais pratiquer à plusieurs reprises, Émilie, tu serais probablement encore plus rapide et meilleure pour lire, dire la couleur sans te soucier que c'est une autre couleur qui est écrite. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que quand ça fait très longtemps que la douleur est installée, notre cerveau a appris à interpréter plusieurs choses comme étant de la douleur qui n'en sont pas nécessairement. Si votre cerveau a appris que bouger, ça fait mal, parce que vous avez expérimenté de la douleur dans plusieurs situations où vous avez bougé, bien, vous allez avoir de l'appréhension et vous allez vous mettre à lire la douleur alors qu'il n'y en a pas. C'est la même chose avec le toucher. Il y a des gens où, dans une certaine zone, ça fait très, très mal parce qu'on a eu une chirurgie, parce qu'on a eu un accident, parce qu'on a eu un coup de soleil, une brûlure. Mais si ça persiste pendant suffisamment longtemps, on va se mettre à craindre, avec raison, le toucher dans cette zone-là et à interpréter tout ce qui ressemble à un toucher comme étant de la douleur. Et ça, c'est la plasticité cérébrale. C'est très intéressant, c'est très pratique dans plusieurs sphères de la vie, mais en douleur chronique, ça l'est moins. Et c'est là qu'il faut travailler dans la rééducation, dans reprendre le contrôle de ça pour justement être capable de passer par-dessus l'automatisme de tout ce qui me touche ou tout ce qui me fait bouger me fait mal. Comment on fait? Ben, l'autogestion est quelque chose de très, très intéressant et très efficace. Hein? C'est démontré, ce n'est pas mon opinion personnelle. L'autogestion, c'est quoi? C'est la capacité d'une personne à gérer les symptômes, le traitement, les conséquences physiques, psychosociales et les changements de mode de vie qui sont nécessaires à la vie avec une maladie chronique. Et la douleur, c'est une maladie chronique. La douleur chronique, c'est une maladie chronique, tout comme le spina bifida est une maladie chronique. Alors, je vous donne quelques petites pistes de solutions que l'autogestion enseigne. Certaines vont vous parler, d'autres moins, et c'est normal. Et ensuite, on va vous présenter plusieurs ressources qui peuvent vous permettre de justement embarquer un peu dans l'autogestion, d'en apprendre plus sur la maladie, d'en apprendre plus sur la douleur pour être mieux capable de gérer les symptômes. Alors, la première étape de l'autogestion, c'est de changer de vision un peu, d'arrêter de dire quand je n'aurai plus mal, je vais faire telle chose, par même si j'ai mal, je vais faire telle chose. Souvent, c'est peu envisageable pour les gens à prime abord d'accepter un peu que la douleur est présente et qu'elle ne partira peut-être pas. Les gens peuvent se sentir victimes d'injustice, se sentir incompris, puis souvent avec raison. Mais il faut arriver à laisser un peu de côté cette colère-là, ce sentiment d'injustice-là pour être capable de regarder la situation en face, envisager que c'est peut-être possible d'aller mieux, pas parfaitement, mais mieux, malgré la douleur, même si les symptômes vont éventuellement probablement s'améliorer, mais ne vont jamais disparaître. Donc, arrêtez d'attendre après une amélioration pour faire quelque chose. Un petit truc pour voir si on est capable de faire de commencer à envisager cette façon de voir les choses. Je demande parfois à mes patients de s'acheter un petit calepin, un petit carnet au Dollarama et de noter à tous les soirs quelque chose qu'ils ont fait dans leur journée pour se faire plaisir. Bon, se faire plaisir, ça ne veut pas nécessairement dire aller au magasin, s'acheter quelque chose, puis le regretter quand le compte de la carte de crédit arrive. Se faire plaisir, ça peut vouloir dire
je prends le temps d'apprécier qu'il fait beau, puis je reste quelques minutes dehors pour écouter les oiseaux ou regarder mes fleurs pousser, comme c'est le cas un peu actuellement, où je prends le temps de goûter mon café puis d'apprécier que c'est bon. Alors, à la fin de la journée, trouver quelque chose qu'on a fait strictement pour soi. Pas parce que les autres nous l'ont demandé, tout ça, parce que c'est important de se faire plaisir et c'est peut-être la première étape vers ce changement de vision-là. Après ça, on va parler de se fixer des objectifs réalistes, significatifs et à court terme. Retrouver sa vie d'avant, revenir en arrière, bien, ça peut être un objectif, mais c'est rarement réaliste. Et les gens qui souffrent de douleurs chroniques se retrouvent très, très, très souvent avec des échecs. Ils ont voulu certaines choses, ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est pour ça que c'est important de se fixer des petits objectifs. Je vous donne quelques exemples. Je vais réussir à aller assister à la moitié du match de soccer de ma petite fille. Ou je vais réussir à aller au resto avec mes amis, mais je vais y aller juste pour l'entrée, puis je vais m'en aller après, ou je vais les rejoindre seulement pour le dessert pour que ce soit moins long. Je vais faire 3 minutes d'exercice par jour. Des petites choses qu'on fait pour soi qui sont significatives en lien avec ce qu'on veut retrouver malgré la douleur. Et là, au lieu d'accumuler des échecs, on va pouvoir accumuler certaines réussites. En passant, parlant de réussite, il faut les célébrer, nos réussites. Il faut se dire bravo, il faut être capable de reconnaître, puis se dire bravo, ça ne veut pas nécessairement dire aller fêter, mais juste prendre le temps de dire, bon, mais j'avais cet objectif-là, je l'ai accompli, reconnaître qu'on a réussi et qu'on est face à une victoire plutôt que face à un échec. Appliquer le pacing. Pourquoi j'ai mis des verres d'eau avec le pacing? C'est que à la clinique La Douleur Rochule, on a un groupe d'éducation sur la douleur qui est donné, entre autres, par les psychologues. Et ils utilisent, quand on est en personne, ils utilisent physiquement cette analogie-là. On a 7 verres qui représentent les 7 jours de la semaine. Et on a un pichet d'eau qui contient l'équivalent de 3 verres d'eau. Et là, on va dire aux gens, mettons que la première journée, vous êtes très en forme, vous faites du ménage, vous allez faire l'épicerie, puis tout ça, puis vous allez souper avec des amis. Fait que là, on verse de l'eau. Et c'est très facile de comprendre que si on verse beaucoup d'eau dans les 2, 3, 4 premiers verres, bien, il n'en restera plus à la fin. Donc, le pacing, c'est d'accepter de diviser les tâches, de diviser ça sur la semaine, sur le mois, puis tout ça, pour être capable de conserver une certaine énergie, puis pas de faire des grosses journées pour payer pour après, puis être capable de le faire. Ça a l'air très simple à expliquer, c'est extrêmement difficile à appliquer quand on est une personne d'action qui veut que les choses se fassent, quand on a des obligations personnelles, familiales, quand on veut faire plaisir aux autres. C'est très facile de dépasser la limite. C'est un long, long apprentissage, mais quand on réussit à appliquer le pacing, ça fait une énorme différence parce qu'on réussit à avoir moins de problématiques d'énergie, puis moins de journées où on a dépassé, puis on paye pour. Donner à son corps un carburant de qualité, c'est très important de parler de l'alimentation. On a parlé un peu du sommeil, tout ça. C'est sûr que si on mange une alimentation qui est très transformée, beaucoup de sucre, des sucres, soit le vrai sucre sucrant ou beaucoup de glucides comme des pâtes, on risque d'avoir un état qui est un peu plus inflammatoire, puis un état dans lequel la douleur va être beaucoup plus heureuse d'habiter. Donc, c'est important de donner à son corps un carburant de qualité, une alimentation équilibrée, riche en fibres, faible en sucre. On n'a pas de recommandations claires, nettes et précises sur l'alimentation en douleur, mais il y a de plus en plus d'évidence que, par exemple, les aliments transformés sont nocifs dans plusieurs situations. Puis là, maintenant, il y a toutes sortes de modes de diète, certaines avec un appui scientifique, certaines sans appui scientifique. Ce n'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui, mais il faut savoir que de réduire, par exemple, la consommation de boissons gazeuses, réduire la consommation de produits très sucrés est probablement très bénéfique par rapport à la douleur. Je n'ai pas parlé de tabagisme, mais le tabagisme est très problématique aussi. Les gens qui fument ont plus de douleur et leur douleur est plus difficile à traiter que les gens qui ne fument pas. Docteur Croteau, à vous.
Oui, puis quand on s'est préparé ou qu'on avait été rencontrés pour préparer la présentation, il nous avait questionné à savoir est-ce qu'il y a des moyens de prévenir la douleur? Puis, en tout cas, on aurait pu parler de ça pendant 1 heure. Même chose, c'est beaucoup du gros bon sens, mais je veux quand même ressortir quelques petits conseils. Donc, au niveau des habitudes de vie, là, d'avoir une hygiène de sommeil. On vient de parler de l'alimentation, puis dans les prochaines diapositives, je vais vous reparler un peu d'activité physique. Je pense que c'est la base. Sinon, si on est en fauteuil roulant ou si on utilise des équipements comme des orthèses, des béquilles, des cannes, ben, qui soient bien ajustés à notre taille, à notre poids. Si justement on prend du poids, on en perd. Les enfants, quand ils grandissent, les réajuster parce qu'un équipement mal ajusté est à risque de nous causer des blessures ou en tout cas des douleurs. Sinon, l'hygiène posturale, c'est vrai pour n'importe qui, mais c'est vrai aussi en spina bifida, puis ça inclut, ben, quand on soulève une charge, la garder proche du corps, de plier nos jambes au lieu de plier notre dos pour aller la chercher au sol. Si on a à tourner, on tourne en bloc au lieu de twister au niveau, excusez-moi l'anglicisme, au niveau de notre tronc. Donc, puis de pas tu sais, de progresser de façon brillante quand on commence une nouvelle activité physique, un sport, un travail, d'être bien assis quand on est je pense beaucoup aux écrans et les enfants, là, mais tu sais, devant une tablette ou un cellulaire, on a toujours le cou plié alors que ça devrait être l'inverse. On devrait amener l'écran à nos yeux et non nos yeux à l'écran, que d'être bien assis, bien positionné, pas tout croche dans notre lit, ou par terre. Puis le fauteuil roulant, même l'autre chose, pas juste bien ajusté, mais d'utiliser une bonne technique de propulsion. Puis rapidement, ça veut dire de ne pas lever les bras au-dessus de l'horizontale, d'avoir un mouvement qui est fluide, pas donner de coups secs, et d'utiliser justement ce mouvement fluide pour entretenir notre mouvement ou notre énergie. Puis de ne pas passer à faire 10 kilomètres de fauteuil roulant en une journée, ben, de 1 kilomètre à 10 kilomètres en une journée ou en une semaine. Notre corps aura pas le temps de s'adapter. Parce que oui, notre corps a la possibilité de s'adapter, mais si on progresse de façon réaliste, puis souvent en spinum bifida, mais aussi avec les autres conditions neurologiques, il faut progresser un peu moins vite que la population en général. On aime que tout aille vite en 2023, mais des fois, il faut être patient puis le faire de façon un peu plus lente pour éviter de se blesser. Prochaine diapositive. Puis, je vous disais que j'allais parler d'activité physique. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des blessures qu'on peut se causer en bougeant, on peut les traiter. Traduction libre de oui, l'activité peut blesser, mais d'être inactif ou la sédentarité, ça tue, principalement par les maladies cardiovasculaires. Mais donc, il n'y a pas de bonne raison de ne pas bouger. Il faut juste bien bouger et bouger intelligemment. Puis tu sais, quand il n'y a pas vraiment de conditions médicales qui contre-indique l'activité physique, il faut juste des fois l'adapter ou bien la faire. Comme quand on a une fracture, ben, on immobilise l'os qui est fracturé, mais on n'a pas besoin de mettre tout notre corps au repos durant la période où que la fracture va guérir. Puis pourquoi j'insiste sur l'activité physique? Oui, je suis physicienne, mais c'est parce qu'aussi, ça a été démontré par multiples études que ça amène d'énormes bénéfices, puis même plus de bénéfices que la plupart des médicaments contre la douleur. Donc, quand on la pratique de façon régulière, on finit par sécréter des substances notre corps les sécrète lui-même, qui ont des propriétés antidouleurs, mais qui n'ont pas les effets secondaires des médicaments antidouleurs qu'on peut prendre par la bouche ou par injection ou autrement. Puis ça amène un bien-être psychologique qui a été bien démontré, ça peut améliorer la qualité du sommeil. Au début, ça peut nous demander un peu d'énergie, mais à la longue, ça peut même augmenter notre quantité d'énergie ou la quantité d'eau qu'on a à diviser entre nos verres, pour reprendre l'exemple de docteur Pinard. Puis notre santé globale, incluant cardiovasculaire, notre santé osseuse, articulaire. Donc, de trouver une activité qui nous convient. Je ne l'ai pas mis sur la diapositive, on pourra l'écrire dans le chat, mais pour les sports adaptés, parce que des fois, c'est vers ça qu'il faut se retourner. Euh, il y a un des sites que j'aime bien, c'est trouvetonsport.ca. Puis il y a aussi une application qui est gratuite là, qu'on peut télécharger là, sur nos appareils intelligents qui s'appelle Jouer, Jooay, qui a été développée là, principalement pour les enfants par le réseau McGill, là, Shriners Hôpital de Montréal pour enfants, mais qui a de plus en plus de ressources là, dans tout le Québec, puis tranquillement au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est en écrivant votre adresse ou en localisant une ville, ben, vous allez pouvoir localiser là, les alternatives ou les possibilités de sport adaptés et de loisirs adaptés là, dans votre région. Donc, ça peut aider des fois à trouver qu'est-ce qui est disponible proche de chez nous. Puis sinon, si on pense à l'activité de façon plus globale, hein, je vous disais de le faire de façon
intelligente. Mais c'est sûr que les sports dans l'eau, c'est moins exigeant, ça enlève l'effet de la gravité, donc ça peut être mieux pour l'arthrose, pour quand on a des problèmes de dos, des problèmes articulaires. Ça peut amener aussi un espèce d'effet de massage et de relaxation. Vélo stationnaire en mettant pas de résidence, c'est souvent plus facile que la course ou les sauts. Donc, c'est ça, explorer le yoga, tout ce qui est arts martiaux qui demande beaucoup de contrôle, d'équilibre, de posture, mais qui peut aider aussi le côté relaxation et bien-être cognitif. L'autre élément que je voulais glisser un petit mot pour le côté plus préventif, c'est les étirements. Il y a plusieurs façons de s'étirer. Puis il faut penser qu'en spina bifida, comme je le disais tantôt, on a souvent des muscles qui sont plus raides ou des muscles qui sont plus forts versus des muscles qui sont plus faibles et qui se font étirer. Donc, une imbalance musculaire. Donc, d'étirer nos muscles qui sont les plus raides, oui, c'est encore plus vrai durant la croissance, mais ça reste vrai à l'âge adulte aussi. Puis on peut faire des étirements qui sont manuels, qui peuvent nous être enseignés par notre physio, par un kinésiologue ou qu'on peut trouver même sur Internet. Puis sinon, ben, des fois, on peut faire aussi des étirements avec des équipements spécialisés comme une orthèse de station debout, des orthèses tibiales comme on voit sur les photos, qui existent des possibilités à ce niveau-là. Puis l'autre question qui est moins dans la prévention, puis je voulais faire une petite parenthèse ici, mais qui est plus dans le traitement, c'est chaud, froid et modalité, on pourrait dire, de température, que un petit bémol ou en tout cas une petite, un petit message de faire attention. Si vous utilisez du chaud ou du froid sur une zone de votre corps où la sensibilité est altérée, donc où est-ce que vous ne sentez pas bien ou que vous ne sentez pas du tout, soyez très prudent parce qu'il y a des risques de brûlure par le chaud ou par le froid. Mais sinon, règle générale, souvent quand on a une blessure aiguë, que si on se fait une entorse, on fait un faux mouvement, puis qu'il y a de l'enflure ou en tout cas qu'il y a des signes d'inflammation aiguë, c'est souvent le froid qui va aider à contrôler cette période-là ou en tout cas ces symptômes-là. Mais c'est plus des douleurs plus chroniques de type spasme musculaire, tension, raideur. Souvent, c'est la chaleur qui va aider à relâcher, mais on peut quand même essayer un et l'autre. Il n'y a pas de danger, mais c'est un peu une tendance là, j'avais eu des questions par rapport à ça dans la préparation. Merci. Alors, je vais vous présenter un certain nombre de ressources qui sont disponibles et je suis certaine qu'on va pouvoir vous les partager de façon plus évidente là, que de regarder très, très rapidement. Alors, je vous parle de Il y a de la visite. Il y a de la visite, c'est un livre qui a été écrit par Isabelle Goupy. Isabelle qui a souffert d'une problématique de douleur qu'on nomme le syndrome douloureux régional complexe lorsque son fils avait 6 ans. Et bon, son fils est un adulte maintenant, mais elle avait beaucoup de difficultés à expliquer à son fils qu'est-ce que c'est la douleur. Hein? Ça ne se voit pas nécessairement pour plusieurs. Donc, elle a éventuellement écrit ce livre-là qui est magnifiquement illustré par Julie Miville. Et elle nous présente Algo. Algo, c'est le dragon que vous voyez sur l'illustration. Algo s'invite à la maison. Il arrive, puis il n'a pas vraiment été... on n'a pas vraiment demandé qu'il se présente à la maison. Et Algo occupe beaucoup, beaucoup la maman. Certains jours, énormément, d'autres jours, un peu moins. Et on comprend assez vite que Algo, ben, c'est la douleur de la maman. Donc, personne n'a invité la douleur à entrer dans la maison, mais là, le dragon est là, puis il fait son petit nid dans la maison, puis on n'est pas capable de le faire sortir. Et Algo change de couleur selon l'état de la douleur de la maman. Donc, quand il est rouge, maman a très, très mal. Puis quand il tire plus vers le jaune ou le vert, ben, ça va un peu mieux. Ce sont de meilleures journées. Alors, c'est une façon extrêmement intéressante d'expliquer la douleur comme ça à des enfants. Puis, on a fait une étude très récemment, évidemment avec l'accord des auteurs, et croyez-moi, je n'ai aucune part dans la vente des livres. Il y a de la visite, je trouve juste que c'est un outil extraordinaire, mais on a questionné une quinzaine de familles où il y avait un parent qui souffrait de douleurs chroniques sur l'utilisation du livre. On leur a fait lire et tout ça, et tous les parents qui ont eu accès au livre l'ont aussi fait lire à d'autres adultes. Alors, même si c'est conçu pour les enfants, l'allégorie est quand même très intéressante pour permettre à d'autres de découvrir. Cherchez-le pas dans les librairies, c'est extrêmement rare qu'il y soit, mais vous pouvez y avoir accès, le commander par le site iadelavisite.com. Il y a une vidéo explicative qui a été développée par une équipe d'Allemagne qui n'avait pas de traduction française, on va dire compréhensible. Il y en avait une, mais qui était d'une drôle de qualité. Donc, elle a été refaite en collaboration avec des étudiants de la faculté de médecine de l'Université Laval. Donc, il existe sur YouTube ce vidéo d'une 20aine de minutes qui explique la douleur chronique chez les adolescents et leur impact avec des pistes de solutions.
Il y a une initiative canadienne en douleur pédiatrique qui s'appelle Kids in Pain Canada ou SKIP pour Solutions for Kids in Pain, qui a un volet francophone et un volet anglophone. Donc, initiative canadienne pour la douleur aiguë et chronique. Ils ont plein de ressources sur leur site web. C'est extrêmement intéressant. Ça regroupe des cliniciens, mais aussi beaucoup de chercheurs sur la douleur. C'est un endroit très intéressant pour aller chercher de l'information sur la douleur pédiatrique. Je vous présente aussi Gérer ma douleur. Gérer ma douleur, c'est un site web dont j'ai chapeauté le développement. Site web qui est développé par la chaire de leadership en enseignement sur la douleur chronique MEDISCA, dont je suis la titulaire. Il y a 3 volets dans ce site web. Il y a un volet pour les patients, un volet pour les proches aidants et un volet pour les professionnels de la santé. Même si j'imagine que peu des personnes de l'auditoire sont des professionnels de la santé, je le présente toujours quand même. C'est la portion de gauche dans la diapositive. Il y a des formations sous forme de capsules qui durent une quinzaine de minutes, qui sont disponibles pour tous les professionnels de la santé, pas seulement les médecins. Alors, physio, ergo, psychologue, pharmacien, dentiste, travailleur social. Donc, c'est très varié. Toutes ces capsules de formation-là sont en français uniquement. Mais il y a aussi une banque de ressources où il y a quelques 80 ressources différentes de cours, de formation, de webinaires qui sont disponibles pour les professionnels de la santé. Cette portion-là est gratuite, mais vous devez être un professionnel de la santé pour vous y inscrire. Donc, c'est accessible sur gérermadouleur.ca. Si on s'en va plus du côté droit de la diapo, quand on est un patient, on a catégorisé près de 3000 ressources qu'on a trouvées en ligne en français et en anglais. Le site est totalement bilingue de ce côté-là. Et on a fini avec 200 ressources qu'on trouvait valides. On s'est assuré de savoir qui était l'auteur, quand est-ce que ça avait été fait, est-ce que c'était basé sur de la recherche scientifique. Alors, vous voyez, de passer de 3000 à 200, ça veut dire qu'il y a énormément de matériel qui est de qualité douteuse sur Internet. Si vous connaissez d'autres ressources et que vous voulez nous les proposer, il y a une façon de le faire sur le site. Le site est absolument gratuit, disponible maintenant. Vous pouvez vous y inscrire, j'y reviens tantôt. Ce que vous voyez dans le haut, ça s'appelle Agir pour moi. Agir pour moi, c'est un programme d'autogestion en ligne qui a été développé sur 8 semaines où on s'abonne à peu près 1 heure, 1 heure et demie par semaine et avec des activités qu'on doit faire. Il y a un cahier du participant, un plan personnel qui peut être rempli. Le programme d'autogestion est seulement en français actuellement. Il en existe d'autres en anglais, Pain BC, tout ça en nom. Live Plan B+, il y en a quelques-uns en anglais, mais il n'y en avait pas du tout en français. C'est pour ça qu'on l'a développé. Donc, sur 8 semaines avec différents sujets. Et le programme a été développé par et pour des gens qui souffrent de douleurs chroniques. On avait 7 collaborateurs. Il y en a 5 qui témoignent. Il y a énormément de sections vidéo dans le programme d'autogestion. Donc, les gens se reconnaissent. Vous avez le témoignage de gens qui ont des problématiques de douleur et qui ont apporté différentes solutions. Alors, c'est disponible, accessible en ligne dès aujourd'hui pour tous. Je parlais de l'inscription tantôt. Si vous vous inscrivez sur le site Gérer ma douleur en bas ici, vous avez accès à garder des favoris. Donc, si vous allez voir quelque chose que vous voulez retourner, vous allez pouvoir le faire. Et si vous faites le programme d'autogestion en ligne, vous allez pouvoir retrouver l'endroit où vous étiez si vous êtes sur le même appareil. C'est les avantages de l'inscription. Alors, je laisse le Dr Croteau nous mentionner quelques ressources également. C'est plus j'aime toujours mettre une petite référence feel good à la fin de mes présentations. Donc, j'ai pensé vous mettre le lien pour une vidéo de l'école Madeleine Bergeron, qui est l'école à Québec pour les enfants avec handicap physique. Et dans le lot, si vous allez regarder la vidéo, que le projet Notre Rythme, c'était Radio-Canada, les écoles choisissaient une chanson et la réalisaient, ils venaient tourner à l'école, donc ils ont tourné à l'école Madeleine Bergeron. Puis il y a des jeunes qui vont à cette école-là que vous allez pouvoir voir dans la vidéo qui ont un spina bifida. Donc, je trouvais que ça faisait un beau lien pour comment faire aussi de la musique différemment. Tout à l'heure, on parlait d'activité physique. Donc, juste une suggestion. Et j'aurais dû mettre référence, c'est moi qui m'étais trompée en faisant la diapositive. C'est un peu des choses que j'ai utilisées là, pour les données et les statistiques là, en lien avec la présentation d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, docteur Pinard et docteur Croteau, pour cette présentation.